Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Matin Libre Politique et c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver sur cette tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité politique au Bénin notamment. Vous le savez, il y a quelques heures seulement, la Commission électorale nationale autonome a fermé donc la phase d'enregistrement de candidatures. 5 déclarations ont eu lieu. Et donc, les différents duos ont été connus. Vous avez donc le duo Wadani Talata. Vous avez également le duo Wensavi Bello, sans oublier le duo Agbojo Loju. Et vous avez le duo qui concerne Agbo Saga et Sansare. Et vous avez bien évidemment le duo Rumpe et Runwano. Donc, 5 déclarations ont été enregistrées par la Commission électorale nationale autonome. Les duos qui n'ont pas pu donc avoir les dossiers au complet sont invités dans 72 heures pour finaliser justement et compléter les pièces manquantes. Et nous allons justement parler de tout ceci, mais parler également de l'actualité qui tourne autour de notre invité. Notre invité, il est un spécialiste des mathématiques, de la statistique notamment. Il est acteur politique, il est bien connu dans le paysage béninois. Il est justement depuis quelques temps, il fait la une quand on sait qu'il a pris une décision qui concerne son expérience politique au Bénin. Je voudrais bien vous le présenter. Romaric Bokor, il a nom. Romaric Bokor, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Si je vous recevais il y a quelques semaines, je vous présenterais comme étant acteur politique, membre du Bloc républicain. Absolument. Mais aujourd'hui, vous avez donc rompu les amarres avec ce parti politique. Déjà, quelle est la motivation? Bon, écoutez, d'abord, merci pour la question. Je ne voulais pas, ne serait-ce que par considération, par reconnaissance envers le parti, je ne voulais pas que cela fasse du bruit ou que cela s'entende, en fait. Mais malheureusement, je pense que ça a aussi traversé un peu les frontières. Et déjà, permettez-moi de remercier le président Abla Biochane, mes anciens camarades pour le peu de temps qu'on a passé ensemble. Vous savez, à un moment donné, comme je l'ai dit, mon engagement au sein du Bloc républicain reposait sur des principes assez clairs. D'accord. C'est-à-dire promouvoir une gouvernance exemplaire, bâtir un cadre politique moderne et bien évidemment faire la promotion des méritants. Mais j'ai remarqué que tous ces principes étaient relégués au second rang au profit de certaines pratiques opaques et non partisanes et qui étaient contraires, moi, à mes principes d'adhésion. En fait, quand vous parlez de pratiques opaques, vous parlez de quoi concrètement? Il y a des décisions qui sont prises sans que le bureau politique ne soit pas informé, ne soit pas convoqué. Et c'est contraire au statut du parti. D'accord. Très bien. Ça, c'est un exemple. Une illustration, par exemple. Est-ce que vous voulez parler du duo de candidats qui a été désigné? Je pense que je l'ai dit, même si j'évite de parler un peu de Romel Wadaï parce que ce n'est pas encore le moment de parler des candidats, il n'a pas encore présenté son projet. Voilà. Mais moi, je vous l'ai dit, nous avons su que le BR soutenait ou avait pris comme candidat Romel Wadaï sur les réseaux sociaux. D'accord. Alors que vous étiez responsable, vous étiez membre? Membre du bureau politique. J'ai été trésorier général de campagne de tout Cotonou. D'accord. J'ai été coordonnateur pendant la campagne Talata Talon. J'ai été porte-parole de campagne lors des communales. Bon, j'ai quand même occupé de postes où on pouvait de responsabilité au cours desquels on m'a quand même fait beaucoup confiance. D'accord. Mais autant que nous étions, on n'avait pas eu l'information. Donc, moi, automatiquement, j'ai appelé le président Biochane, juste pour confirmer si ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux était ce qu'il est. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas eu de retour. Je pense qu'ils nous ont invités le 17 septembre dernier à l'hôtel Bénin Royal Hotel. Donc, je me suis dit, ils vont nous expliquer le comment du pourquoi, quelles sont les raisons qui ont motivé quand même ce choix. Moi, je ne mets pas en cause le choix. Je ne mets pas en cause le choix. Mais vous voudriez être associé? Mais c'est normal. Nous sommes des partenaires politiques.
Dans un parti politique, je l'ai toujours dit, il n'y a pas de contrat de droit privé. Nous ne sommes pas des employés du BR, où il faut recevoir des instructions et les exécuter. Nous nous sommes engagés parce qu'à un moment donné, notre vision était commune, parce que nous avons envie de diriger, de conquérir le pouvoir et de diriger le pays ensemble, selon certains principes. Bien clairs. Mais on est venu, le président, il entre. Approbation du duo Wada et Talata. Vous voulez parler des points inscrits à l'ordre du jour? C'était le seul point principal. D'accord. C'est juste approbation. Si vous étiez à notre place, je ne suis pas le seul, hein, et je ne juge pas les autres qui ruminent cela à leur fond, ou dans leur fond intérieur. Mais moi, je ne me cache pas. Depuis mes années antérieures, quand j'étais étudiant, je ne me suis jamais caché. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais me cacher. Très bien. Vous avez tout de même exprimé à cette réunion-là votre désapprobation par rapport à un certain nombre de choses. Non, vous savez, ils n'ont même pas donné la parole à quelqu'un. Ils étaient venus. Ah, pourtant, j'ai reçu Bastien Salamé ici qui a dit que le bureau politique a entériné justement cette décision du bureau exécutif national. Est-ce qu'on l'a associé à la décision? À entériner veut dire quoi? Qu'il a juste approuvé ce que les autres ont fait. Comment ça a été fait? Comment ça a été choisi? Il vous l'a dit. À entériner, ça veut dire quoi? Il a approuvé ce qu'on lui a demandé d'approuver. Enfin, on ne pourra pas dire ça. C'est un adulte, c'est un responsable tout de même. Bon, voilà. En tout cas, vous n'avez pas pu donner... En tout cas, le jour-là, oui, c'était juste qu'on était là, il fallait approuver. Bon. Approuver. Moi, je ne me vois pas approuver ce que je n'ai pas constaté, ce pourquoi je n'ai pas travaillé. Je n'ai aucune information particulière. D'accord. Vous savez, j'ai eu la chance à l'âge de 10 ans de participer à mes premières élections, d'abord législatives, en 1995. Mon papa était même 2e ou 3e sur la liste du MDS, de Saka Fikara. Je parle des législatives du 6 mars 1995. En 1996, il était le coordonnateur adjoint de Dambo pour la campagne de 1996. Lorsque vous allez à une élection présidentielle, vous discutez avec le candidat pour comprendre son projet et bien évidemment savoir, mais qu'est-ce qui vous revient de droit? Ce n'est pas de l'argent. Hein. Vous avez des gens qui vous suivent. Nous avons des jeunes qui sont diplômés. Mais quand nous allons travailler, conquérir le pouvoir ensemble, qu'est-ce qui nous revient de droit? La contrepartie, alors, les avantages. Dans tous les pays du monde entier, c'est comme ça que ça se passe. Je vous dis, dans tous les pays, j'ai été secrétaire général des jeunes peuples de l'UMP en 2006 jusqu'en 2009, en France. J'étais étudiant à l'ISEN-Brest. Nous avons participé à l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007. Et c'est ce qui m'a permis de travailler plus tard à Akea en tant que chef service ingénieur scoring. Donc que personne ne vous dise qu'on fait la politique parce qu'on a envie de faire la politique, qu'il n'y a pas de débat autour de ça avant de choisir un candidat. Qu'est-ce qui revient, pas ce qui revient de droit à Bokor Omarik. Il ne s'agit pas de Bokor Omarik. Qu'est-ce qui revient de droit au bloc républicain si le bloc républicain soutient Romer Wadaï et si Romer Wadaï gagne? Et donc, il faut le voir clair dans ça. Ça n'a pas été clarifié, c'est pourquoi? Non, on était là juste pour l'approbation. Est-ce que vous n'avez pas donné mandat à la haute direction de votre parti politique pour pouvoir décider en votre nom? Non seulement, vous pouvez dire que dans les statuts, le bureau exécutif ne décide pas en notre nom sans nous consulter. Les statuts l'ont précisé? C'est clair. Le bureau exécutif ne peut pas décider en notre nom sans nous consulter. Il peut prendre des décisions, mais nous rendre compte de pourquoi ça a été fait et comment ça a été fait. Nous ne sommes pas des enfants. Est-ce que ce n'est pas l'objectif de cette réunion à laquelle vous avez participé? Je vous ai dit que le jour-là, c'était juste l'approbation. On a fait l'approbation et après nous ont distribué des pains sandwich. Ah ben, ça,
à notre âge. Non, vous savez, on ne va pas revenir sur ces aspects. C'est lié à l'organisation, bien évidemment. Si vous le dites. Voilà. Voilà. Mais c'est l'une des choses qui vous ont, qui vous ont offusqué. Écoutez, nous avons fait 10 ans de Patrice Talon. Nous avons, à la fin, on était obligé limite de quémander avant qu'on nomme certains ministres conseillers. Les ministres sont là depuis 10 ans. Les autres qui ont travaillé, moi je ne parle pas de moi. Moi j'ai toujours demandé à n'importe qui dans le bureau politique, à chaque réunion, moi je leur dis, je ne veux pas, je ne veux rien. Mais les jeunes qui ont entre 25 ans et 35 ans, qui sont dans le parti, qui mouillent le maillot et qui sont diplômés, donnez-leur quelque chose, c'est-à-dire une nomination, et ils le méritent. Il faut les nommer. Quand on fait la politique, c'est pour en jouir aussi et pour servir le peuple. Vous dites quand même quelque chose de taureau, oui. Ce que c'était pas quand on sait que la politique d'abord, est-ce que ce n'est pas du sacrifice? J'en connais des ministres conseillers. Ce que je dis là, avant même qu'ils soient nommés ministres conseillers, tous les matins ils le disaient. Mais ils n'ont jamais dit ça. Mais moi, je vous ai dit, moi je ne me cache pas. Je ne suis à la recherche d'aucun poste, d'aucun contrat. Ce que je veux, c'est que la jeunesse de 25 ans, 35 ans puisse être reconnue à sa juste valeur et que des gens qui méritent soient nommés pour que ces gens-là deviennent demain de potentiels grands candidats. Très bien. Est-ce que des jeunes de cette tranche d'âge-là, à votre connaissance, n'ont pas été justement remerciés à leur juste la valeur? Jusque-là, on a quand même vu des jeunes qui ont été promus. Ou bien vous n'en voyez pas au niveau de Bière? Pas suffisamment autant pour que ça soit aussi visible. Sinon, les gens ne seront pas en train de grincer les dents à l'heure où je vous parle. Je parle, enfin, je ne peux plus parler en leur nom, oui. Mais je parlais en leur nom. Et je vous le répète, j'ai toujours dit que des jeunes de 25 ans à 35 ans soient nommés à des postes de responsabilité parce que c'est à cet âge-là qu'on donne une direction à sa vie. Vous ne pouvez pas militer pendant 9 ans et vous êtes là, vous êtes diplômé, talentueux, compétent, et qu'on ramène des gens de l'étranger à chaque fois, qu'on nomme des gens qui n'ont pas fait le combat. Ça ne se passe pas comme ça. Vous savez que c'est l'une des raisons, c'est qu'il n'y a pas assez de compétences. Non, c'est ce qu'ils ont dit. Vous pensez qu'au Bénin, on n'a pas de compétences? Le Bénin n'est pas un désert de compétences. Le Bénin est une mer de compétences. Je vais vous donner quelques exemples. Oui. Quand moi, j'étais allé en France en 2005 pour continuer mes études, à l'hôpital Noisy-le-Sec, dans la banlieue parisienne, il y avait plus de médecins béninois que de médecins français. Au Gabon, en Côte d'Ivoire, vous le savez, les professeurs, c'était que des béninois. Vous le savez. Personne ne dit le contraire. Jusqu'à présent, les plus grands professeurs de mathématiques sont des béninois. Mais les béninois ne sont pas des déserts de compétences. Je dis quelque chose. Oui. J'ai eu la chance de travailler également dans le show business. Lorsque vous n'exposez pas un artiste, vous ne pouvez pas connaître son talent. C'est à l'œuvre que l'on reconnaît l'artisan. Il faut avoir une certaine visibilité autour. Donnez-leur la chance de montrer ce qu'ils savent faire. Et vous serez étonné de cette jeunesse. Cette jeunesse si combattante et battante. Cette jeunesse si résiliente et vaillante. Vous verrez à quel point ils sont si compétents. Malheureusement, ils n'ont pas eu beaucoup de chance. J'espère que dans le futur prochain, qu'ils auront assez de chance et qu'ils montreront ce qu'ils savent faire. Très bien. Et donc, ce n'est pas que vous fustigez le choix qui a été fait, mais c'est véritablement vous militiez pour que la jeunesse de cette tranche d'âge dont vous parliez, 25 à 35 ans, soit quand même remerciée, puisse considérée, valorisée, voilà, comme cela se doit. Vous savez, avec M. Abdelkader, oui, lundi, je pense qu'il a tout fait pour que je parle du duo ou du candidat président Romain Wadaï. Lundi dernier? Lundi dernier. J'étais avec Abdelkader de Esaïe TV. Très bien. Je vous dis ceci. Je ne l'ai jamais dit ailleurs. Wadaï peut être un bon président de la République. Mais si j'ai un petit conseil à lui donner, c'est qu'il faut qu'il se considère comme étant un candidat et non comme un ministre d'État. Il faut qu'il se considère comme étant un candidat. C'est très important.
moi, j'ai remarqué quelque chose lors de son investiture. On aurait cru qu'il est déjà président de la République. Et c'est le petit conseil que j'aimerais bien lui donner. Est-ce que ce n'est pas de l'optimisme? Voilà. Quand on se retrouve dans une posture d'optimisme. Même si vous êtes président de la République, que vous allez à une élection. Pour votre réélection, il faut que vous rentrez dans la peau. Dans la peau du candidat. Parce que vous voulez aller chercher quelque chose. Vous voulez aller demander aux populations de vous accorder un suffrage. Donc il faut que vous les écoutez. Que vous venez avec humilité. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas humble. Mais lorsqu'on voit un président Wada sortir de la voiture avec pratiquement une dizaine ou une vingtaine de gardes en costume. Ben, c'est un candidat. Pardon? C'est un candidat. Vous avez vu la vice-présidente? Elle est vice-présidente. Hein? Elle est vice-présidente en exercice. Vous l'avez vu? Vous avez vu le ministre Abdoulaye Biotchane, qui est mon papa d'ailleurs. Il est ministre d'État. Il me semble que j'ai même vu une valise anti-balistique, ou je me trompe. On ne peut pas confirmer que c'est ça. On ne peut pas confirmer que c'est ça, mais moi j'aimerais juste, parce que, vous savez... Ce sont des appréhensions. Ce sont des appréhensions, et en tant que petit frère, j'aimerais juste lui dire d'entrer dans la peau du candidat. Il peut ne pas vouloir, justement, tout cet amadas, cet entourage sécuritaire. Il peut ne pas vouloir, peut-être que... justement, ce sont ses partenaires politiques qui lui ont... Vous voulez m'amener sur un chemin que je préfère éviter pour le moment. Je ne veux pas parler de... Oui, du candidat. Ce n'est même pas encore le moment. Ce n'est même pas encore le moment. Au moment opportun, nous n'allons pas parler du candidat. Nous allons parler de son projet, exposer les différents projets pour que les Béninois puissent choisir eux-mêmes. Mais pour le moment, voilà, c'est un petit conseil de petit frère que je donne à mon grand frère, que je sais, il sait très bien que je l'affectionne. On a eu à parler au téléphone en 2022 quand j'étais candidat. Et je pense qu'il a toujours été là quand je l'ai toujours sollicité. Très bien. Et voilà. Est-ce que c'est la seule raison qui vous a fait donc quitter du parti Bloc républicain, Romaric Bokor? À part cela, est-ce qu'il y a d'autres raisons? Vous savez, depuis 2024, j'essaie de porter haut les désirs du peuple béninois. J'ai essayé de porter au sein du pouvoir exécutif les attentes de nos populations béninoises. J'ai porté un certain nombre de projets, d'actions, tels que, je vais juste prendre 2 ou 3. Le prix des billets à un moment donné, c'était trop élevé. Billets d'avion. Les billets d'avion. J'ai été le premier qui a alerté. Et je suis satisfait. J'ai été sidéré quand, en février 2024, quand le ministre Donato m'envoie son DG, Jacques Ayadi. Monsieur Bokor, le ministre m'envoie chercher les informations qui sont à votre niveau. J'ai fait une étude comparative sur les 3 dernières années pour qu'ils puissent voir l'évolution du prix du billet. Et dans les 48 heures, ils ont appelé tous les responsables, toutes les organisations qui ont un effet de corrélation, dont les activités ont un effet de corrélation avec le prix du billet, avec le transport aérien, et ils ont pu trouver une solution. 1. 2. Pour le cas de Togben, que vous connaissez très très bien, l'expropriation de Togben, j'ai été le seul, parmi les soutiens du chef de l'État, à dire ce qui se passe là. Ce n'est pas bien, c'est injuste. Vous savez ce que ça m'a coûté? Ça m'a coûté 1 mois de prison, parce que je défendais une cause. Néanmoins, on vous reprochait quoi concrètement? On me reprochait d'avoir envoyé un message à un ministre que je juge qu'il est partenaire, même s'il est de l'UP. Et dans le message, c'était clair. Parce que lui et moi, on avait l'habitude de discuter. En janvier, nous avons parlé. En janvier 2024. En janvier 2023, juste après les élections. En février, nous avons discuté. 2 ou 3 fois, on a déjà échangé. J'estime, en étant membre du bureau politique du Bloc républicain, ancien candidat aux législatives, que je pourrais quand même passer un message à un partenaire politique pour qu'il puisse prendre ses responsabilités. Mais je ne sais pas pourquoi, dans le message, j'ai écrit rendez-vous en 2026, rendez-vous au tribunal en 2026 ou
Voilà. Je pense que c'est ce message-là qui l'a un peu choqué. Oui, parce que ça peut être mal interprété tout de même. Mais la justice a fait son travail et Monsieur, vous êtes libre. Monsieur, c'est bien ça? Le tribunal Oui. est le haut lieu par excellence de la recherche manifeste de la vérité. Très bien. Je n'ai pas dit que le ministre ira en prison. D'ailleurs, je n'en possède pas les qualités ni les compétences. C'est le juge, ce sont les magistrats qui font leur travail et qui décident de qui ira en prison ou non. Non, non. J'ai dit qu'avec tout ce qui se passe, il y a une forte probabilité qu'il ait donné son avis au tribunal. C'est important parce que, je le répète, j'estime que le tribunal est le haut lieu par excellence de la recherche manifeste de la vérité. Mais toutefois, après avoir dit ça, je n'ai pas quitté, même après la prison. Je vous dis, j'ai fait 30 jours en prison. 30 jours en prison. Vous avez été libéré. J'ai été libéré en payant une caution de 2 millions de francs CFA, qui aurait pu servir au programme One Benefit Fiesta, qui permet aujourd'hui à nos populations de sortir de la pauvreté extrême. Mais toutefois, après la prison, après avoir défendu autant de Béninois, je n'ai pas quitté le BR. J'ai toujours été présent. Et Abdoulaye Biotchani savait qu'il pouvait compter sur moi. Donc, ce n'est pas juste pour vous dire, parce que j'ai entendu les gens dire que c'est mon incarcération. Non. C'était l'opacité des décisions qui se prenaient au sein du parti. Je ne veux pas être comptable de certaines choses. Très bien. Voilà. Parfait. Et quel est, en fait, le timing aussi choisi pour quitter le BR? Est-ce que c'est le moment? Il n'y a pas de timing lorsque vous êtes convaincu de vos choix. Il n'y a pas de timing. Vous prenez vos décisions. Ce sont des décisions qui ont été mûries. Et qui ont été consultées. Je ne suis pas seul. Romaric Boko, il n'est pas seul. Et donc, vous avez consulté votre base? J'ai des bases, pas seulement à Cotonou, mais dans la vallée de l'Ouémé. Des gens qui nous suivent. Et on a le devoir de les mener à bon port. Donc, quand ces gens-là vous disent, nous ne nous retrouvons plus au sein de ce groupe parce que nos convictions n'ont plus un écho favorable auprès de leur, c'est tout à fait normal. Vous n'allez pas vous entêter. Et donc, vous suivez la base, simplement? Absolument. Très bien. Et quelle est votre destination déjà? Vous savez, je l'ai dit, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ah ben, quand un acteur politique quitte donc une famille politique, on s'attend à ce qu'il se retrouve dans une autre famille politique. C'est pourquoi on vous fait la question. Nous sommes à un tournant décisif de la vie politique de notre République, depuis 1990. Nous avons le devoir de consulter, de discuter avec tous les acteurs politiques, tous les présidents de partis et tous les candidats, les 5 candidats. Nous allons les rencontrer dans les jours à venir. Et nous allons discuter avec eux. Et nous allons choisir pour les Béninois le meilleur profil qui réunit unité, abnégation et surtout, celui qui nous promettra de restaurer l'état de droit et de faire en sorte que le vivre ensemble soit désormais une réalité en République du Bénin. Très bien. Et donc, pour le moment, vous n'avez pas encore fait un atterrissage au sein d'un parti politique. Vous êtes en train de faire des prospections. Bien sûr, non seulement nous sommes en train de faire des prospections, et nous sommes aussi en train, nous sommes sur le terrain. Je quitte ici, maintenant je vais encore à Zawisse, discuter avec les sages. Nous ne prenons pas ces genres de décisions à la légère. Mais ne soyez pas pressés. Vous serez la première personne qui sera informée lorsque nous allons prendre cette décision. Nous l'espérons, mais quel délai vous nous donnez? Même à la Commission électorale nationale autonome, après avoir déposé les dossiers, on a notifié notamment à un parti qu'il a 72 heures pour pouvoir compléter. Quel délai vous nous donnez? Quel est le délai imparti à votre prise de décision d'atterrir peut-être dans un parti politique? Mais ce délai sera déterminé en fonction de la disponibilité de ceux qui veulent nous recevoir. Nous avons déjà envoyé toutes les invitations. D'accord. Donc on attend. Vous avez envoyé ça à qui? Les demandes de rendez-vous. D'accord. À tous les responsables de partis politiques? À tous les responsables de partis politiques, sans exception. Y compris ceux de la mouvance, de votre famille? Je ne vais pas retourner dans BR. Oui, je sais. Vous avez dit les partis politiques. Oui, il y a RN, il y a UP, et il y a Mouel, qui sont de la mouvance. D'accord. Voilà, nous avons envoyé des invitations à toutes les, pas des invitations, des demandes de rendez-vous.
Et nous irons qu'à ceux qui vont... Et ceux de l'opposition aussi. Bah, bien sûr. D'accord. Mais bien sûr. Mais je vais vous dire quelque chose. Oui. Moi, dans mes sondages, est-ce que vous savez que le parti de l'opposition, les démocrates, je pense que c'est les démocrates, oui, tout à fait. il est le premier parti à l'heure d'aujourd'hui en termes de statistiques. Après nos sondages, En fait, c'est le premier parti politique. quand vous dites le premier parti, c'est en termes de quoi? Bah, si on va aux élections aujourd'hui, Oui. les démocrates seront premiers. Ah bon? Que ce soit pour les élections générales et les élections présidentielles. Je dis largement. Votre Moi, sondage, votre sondage se base sur quoi? je vous parle en toute neutralité, en tant que citoyen, D'accord. en tant qu'observateur de la vie politique. En fait, votre sondage se base sur quoi? Bah, c'est un sondage pas grave. Je suis statisticien. Je suis diplômé de l'université de Rennes 2. Il suffit de prendre un échantillon représentatif de la population et vous mettez en place un modèle voilà, vous avez les résultats. Je l'ai fait avec des collègues qui sont statisticiens, et pas les moindres d'ailleurs. À l'heure d'aujourd'hui, les démocrates, le parti Les démocrates est le parti numéro 1. C'est-à-dire le parti le plus en vogue, le parti qui a le plus de militants. Est-ce que c'est à cause des difficultés que traverse le parti que vous avez dit, ben, c'est le parti qui pourra faire... Moi, je parle en tant que statisticien. D'accord. Je parle en tant que statisticien et non en tant qu'acteur politique. Et sur... Maintenant, en oui. tant qu'acteur politique, Oui, d'accord. vous parlez des difficultés de ce parti. L'article 45 du Code électoral, du 15 mars 2024, c'est lui qui prévoit le parrainage. Je pense que vous parlez du parrainage, parce que c'est la difficulté aujourd'hui. Exactement. C'est lui qui prévoit 15% de parrainage. Et l'article 40, on va revenir sur l'article 41 de la Constitution. Il me semble, si je suis l'actualité d'hier, que les démocrates, que la loi prévoit 15%. Soit 28 parrainages pour non, eux. 15%, 15% de parrains. Les parrains, c'est les 77 maires et les 109 députés. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Donc les 15% de cette somme-là, ça fait 28. Il se fait que les démocrates ont 28. Le parrainage avant 2024, c'était 10%. Si vous me suivez, je fais partie, même en étant du bloc républicain, à dire que ce nombre était élevé. Était élevé parce que ça limitait le nombre de candidats à 10. C'est quoi le but d'un parrainage? Le parrainage permet de faire un filtrage afin d'obtenir un candidat représentatif et qui est porté par de grands électeurs. Le Bénin n'est pas un pionnier, n'est pas un inventeur du parrainage dans le monde entier. Monsieur, en Côte d'Ivoire, le parrainage, il est de 5%. Au Sénégal, il est de 3%. En France, qui fait partie des pays les plus démocratiques du monde entier, le parrainage, il est à moins de 2%, 1,18%. Il y a 42 000 élus habilités à parrainer et le nombre de parrainages requis est de 500. Vous savez, nous sommes face à notre propre responsabilité, à notre propre défi, à notre propre avenir aujourd'hui. Et je m'adresse à toutes les sensibilités politiques. Mais vous savez que le débat, ce n'est plus remettre en cause le parrainage. Le parrainage est acquis. Mais laissez-moi atterrir. Allez-y. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si je suis les actualités, oui. Il se fait que le parrainage, les 28 ont été remis au président Yaïboni. Exactement. Il y a un député, M. Sodinou, exactement, qui a réclamé sa fiche de parrainage. Sa fiche de parrainage. Vous savez, en 2021, le parrainage n'était pas co-signé par le président du parti. En 2021, avant la modification de la loi, il n'y a pas cette loi-là qui disait, je pense que c'est l'article 146, qui dit que le député ou le maire ne peut parrainer que le candidat de son parti ou le candidat investi par son parti. Donc ça veut dire quoi? Que c'est comme si on ne faisait même pas confiance aux députés. C'est quoi le but? On met ça de côté.
Donc, c'est-à-dire que le président de parti, lui, donc, en fait, la seule marge de manœuvre que le député il a, c'est de ne pas parrainer. Ou bien? Tout à fait. Parce en tout cas, au regard des il ne peut pas parrainer un autre candidat. Mais de mon point de vue personnel, excusez-moi le terme, hein, c'est du jamais vu, quoi. C'est du vrai n'importe quoi. C'est du vrai n'importe quoi. Mais dans quel pays vous avez vu ça? Pendant les élections de 2017, il y avait le candidat Philippe de Villiers, qui est de l'extrême droite. Et il lui manquait un parrainage ou 2 parrainages. Vous savez que c'est l'extrême gauche, dont les idéologies sont diamétralement opposées à ceux du candidat Philippe de Villiers, qui ont parrainé Philippe de Villiers au nom de la démocratie. Très bien. Au nom de la pluralité. On pourrait dire que c'est dépassé aujourd'hui. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, il se fait que les démocrates se retrouvent dans une situation très, très difficile. Parce que le monsieur en question, apparemment, il a déjà récupéré sa fiche de parrainage à l'Assemblée, la nouvelle, parce qu'il y a le juge des référés qui a été saisi, et en moins de 24 heures, il y a une décision qui est sortie, qui demandait à Yahi Boni de remettre le parrainage au plus grand temps la nuit du 13, ou le 14 matin, que la Sénat lui délivre une nouvelle fiche. Mais là, vous savez ce qui va se passer, en tout cas à mon point de vue. D'accord. J'ai appris que les démocrates ont saisi la Cour constitutionnelle, oui. Qui, selon l'article 41 de la Constitution... Ils ont dit, on ne sait pas à l'heure là si c'est déjà saisi, mais... L'article 41, voilà. de toute façon, l'article 41 de la Constitution de 2019, je pense que c'est celui-ci, hein, voilà, nous dit ceci, que en cas de contentieux, seule la Cour constitutionnelle est compétente pour les élections législatives et présidentielles. La Cour suprême pour les communales. Oui. Vous savez, ce qu'on est en train de faire de ce pays, nous serons les seuls responsables à en assumer. Parce que là, je suis en train de voir une bataille juridique qui commence. Donc, il faut une décision dans les 72 heures, ou bien. Si l'on a pu avoir une décision chez le juge des référés en procédure d'urgence pour le parrainage, mais il va bien falloir que la Cour constitutionnelle statue. Oui, il faut d'abord déposer donc la candidature. Non, moi, je parle du principe. Le recours, j'allais dire. Vous savez que... Moi, je lis ce qui se fait. Compte tenu de l'actualité électorale aujourd'hui, on pourrait quand même être... vous pouvez être optimiste quant à la célérité de la Cour, parce que, vous savez, il y a un groupe de juristes qui a déposé donc, je ne doute un recours. Je ne doute pas de ça. Voilà. Mais dites-moi, quand est-ce qu'on en arrive là, dans une république? Qu'est-ce qui nous a échappé pour qu'on en arrive jusque-là? Et à chaque fois qu'il y a une élection depuis 2019, il y a toujours un problème, il y a toujours quelque chose, il faut que la Cour statue. Ne sommes-nous pas assez intellectuels? Mais la Cour est là pour ça. Ne sommes-nous pas assez intellectuels pour prévenir? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la première fois qu'on organise des élections dans la République depuis 1990. Vous savez, nous sommes notre génération. Je ne connais pas votre âge, mais je suis sûr que vous n'avez pas encore 50 ans. Voilà. Donc je pense que nous sommes d'une génération qui a joui des sacrifices des anciens. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'ai commencé le CI en 91. J'ai commencé le CI en 91. Mon père a fait 6 ans de prison au temps du PRPB. Et je me rappelle ce qu'il m'a dit, mais nous avons fait des sacrifices pour que vous n'ayez plus jamais à connaître ce genre d'injustice, d'abus. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Moi, je me pose des questions. En tant que citoyen lambda, en tant qu'observateur, quel est l'héritage que nous sommes en train de laisser à nos enfants à l'heure d'aujourd'hui? En 2019, oui, il y a eu des problèmes qui ont été soldés par des morts. En 2021, il y a eu des problèmes. Il n'y avait pas de parrainage. Soui, le député Ahmed Afo Djobo, qui a dit que lui veut son parrainage. Et le parti a dit que le parrainage appartient au parti. Et là encore, à l'époque, le parti n'était pas co-signateur. Je suppose qu'aujourd'hui, le parti, d'autant plus qu'il est co-signataire, mais lorsque tu prends le parti, c'est le parti qui dépose. C'est le parti qui dépose. Donc je suppose que chacun est libre de remettre.
je me pose des questions. Donc nous, le peuple béninois, qui déjà, des millions de Béninois qui chaque jour souffrent le martyre, qui ont du mal à payer l'électricité. J'ai dit que l'électricité à 125 francs le kilowatt le lundi. Les gens m'ont corrigé, ils ont dit que c'est à 152 francs. En France, le kilowatt, il est à 100 francs, il est à 120 francs. Bon, on n'a pas, voilà, pas les mêmes ressources, vous savez. Non. En Côte d'Ivoire, ils sont à 71 francs. Nous n'avons pas le Au même Nigeria, ils sont... vous le savez. Mais le PIB, qui est l'un des indicateurs de mesure de richesse d'un pays, il est beaucoup plus élevé en Côte d'Ivoire et au Nigeria qu'ici. Juste pour vous dire que la vie, elle est chère aujourd'hui chez nos compatriotes. Très bien. Si vous ne me laissez pas atterrir... je vous laisse toujours. Si vous ne me laissez pas atterrir... Je vous laisse toujours. Ne présentez pas. Ne présentez nos pas. chers compatriotes ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Ne présentez pas l'entretien. Vous m'avez invité... Vous permettez, je vous laisse la parole. Oui. Vous ne présentez pas l'entretien comme étant on vous arrache la parole. Pas du tout. Je vous fais des questions et nous étions en train de parler d'un sujet. Ah, d'accord. Voilà. Donc, et vous avez ouvert une autre brèche. Donc, ne présentez pas comme si vous n'avez pas l'opportunité de répondre. Atterrissez alors et je vous fais ma question. Donc, j'aimerais juste dire ceci à toutes les sensibilités politiques, à D'accord. tous les grands hommes forts de ce pays, que vous soyez de la mouvance ou de l'opposition. Aimez ce pays. Battez-vous pour ce pays. Faites en sorte que chaque citoyen puisse quand même avoir son droit de vote, qui est un droit constitutionnel. C'est ce que je voulais dire. Et je vous fais la question, à vous entendre, certains pourraient se dire, votre chute n'est pas loin de l'opposition. Non. J'essaie de rester objectif. Je l'ai toujours été. Toute ma vie, j'essaie toujours de rester le plus juste possible. Parce que je pense qu'on peut faire la politique avec élégance. Ce que Chirac appelait le gentleman politique. Nous pouvons nous donner des coups, on peut se donner des coups. C'est le but d'ailleurs. Mais en se donnant des coups, il y a des limites. C'est ce qu'on appelle le gentleman politique. Très bien. Et vous l'assumez? Absolument. Des coups, j'en ai reçus en politique et j'en ai donné aussi. Et ce sera toujours comme ça. Mais à un moment donné, il faut penser à l'unité nationale. Il faut penser au vivre ensemble. Il faut penser à la cohésion nationale. D'autant plus que nous sommes tous garants de ça. Très bien. Merci beaucoup à vous, Romaric Boko. On va parler, vous avez quand même suivi également ce processus de désignation donc du duo candidat, notamment donc du parti les démocrates. Véritablement, c'était un peu tendu quand on sait que l'attente était longue depuis la désignation le 31 août dernier du candidat de la mouvance présidentielle. Les démocrates étaient attendus, l'opposition était attendue, et donc finalement... Maître Renaud Agbodjo et Bonaventure Jude Lodjou ont été désignés pour porter les couleurs donc, de ce parti politique pour la présidentielle, en attendant de finaliser bien évidemment ce qui a été déposé à la Commission électorale nationale autonome. Déjà, quel est le regard que vous portez sur ce processus ayant conduit à la désignation et puis voilà, ceux qui portent aujourd'hui les couleurs? Vous voulez que je vous donne le fond de ma pensée? Vous voulez que je sois sans filtre avec vous? Ben allez-y. J'aimerais leur dire félicitations. Parce que vous savez, le code du système partisan, du 17 septembre 2023 a prévu des primaires dans chaque parti. Mais vous savez, lorsque je les regardais, je n'ai pas dormi, je ne fais pas partie de leur parti, mais moi je suis un observateur, je suis un curieux. Je me définis comme un intellectuel rationnel, qui est à la recherche d'informations, qui est à la recherche d'apprendre encore. Mais je me suis dit, mais ces gens-là, ils nous ont donné une leçon. Ah bon. Ils nous ont donné une leçon. Ils nous ont donné une leçon de démocratie. C'est qu'ils ont respecté le code. Mais vous pensez que nous, dans notre parti, dans mon ancien parti, vous pensez qu'on n'avait pas envie d'en arriver là? Mais dans les grands pays démocratiques, c'est ce qui se passe. Mais c'est normal que, même quand j'ai suivi Éric Rouleté à la fin, c'est normal. Il y aura des déçus, il y aura des gagnants. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est d'atteindre ce qu'on appelle l'équilibre de John Forbes Nash. C'est-à-dire? C'est-à-dire le consensus. Il faut que l'utilité soit optimale. Il faut que nous comprenions vers la fin.
Parce que nous avons tous... C'est légitime d'avoir des ambitions dans la vie, vous êtes d'accord avec moi? Ah, c'est légitime, mais c'est ce qui prouve que notre démocratie, elle est dynamique. Et moi, c'est un plus que je vois chez les démocrates. Mais nous n'avons pas... Nous avons parlé avec que la bouche du système partisan. C'est une leçon que les démocrates nous ont donnée. Non pas seulement aux politiciens, mais à toute la nation. Que la démocratie, elle n'est pas statique. La démocratie, elle est dynamique. Et la démocratie, c'est ça. C'est le fait, d'abord, d'avoir plusieurs candidats. De déposer des dossiers. Et après, de mettre en place un certain nombre de critères. Mais certains ont interprété cette enquête de candidature comme étant le manque d'entente au niveau de ce parti. Comment il peut y avoir une pluralité de candidatures? Certains s'en sont offusqués. Vous savez, quand on allait aux législatives en 2023, il y a quoi? Il y a 218. Hein. Quand je parle de suppléants et candidats, 218. On avait plus de 5000 candidats. On avait plus de 5000 candidats. Soit un taux de plus de 300%. C'est ça la démocratie. Mais laissez les gens avoir des ambitions légitimes et laissez le peuple décider. Mais eux, ils ont mis en place un conseil pour étudier des gens qui ont été aux affaires. Hein. J'ai vu des anciens députés, des anciens ministres et tout. Je ne suis pas dans leur cuisine interne. Mais ce que je sais, c'est qu'ils nous ont donné une leçon de démocratie. J'aimerais féliciter leur bureau politique, l'ensemble de ce conseil, et leur dire qu'il y a peut-être espoir dans la République. Est-ce que nous, quand nous, au sein du BR, est-ce qu'on a eu cette chance-là de dire même aux gens, même si on va faire semblant, amène ton dossier. Est-ce que toi, tu as une ambition? Il ne faut pas tuer les ambitions des gens. Mais monsieur, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est légitime d'avoir une ambition dans la vie? Est-ce que chaque parti politique ne met pas en place son mécanisme? Peut-être que c'est le mécanisme que vos anciens camarades ont trouvé. Je dis souvent une chose, je n'aime pas me fâcher avec mes amis. Je n'aime pas me fâcher avec mes amis. Mais la seule chose que je peux dire, peut-être avec les démocrates, il y a encore un espoir pour cette République. Le consensus est tout de même à rude preuve au niveau du parti Les Démocrates. Je ne fais pas partie de leur parti, de leur cuisine interne. Mais le fait déjà que pendant toute une nuit, il y a eu des tractations, il y a eu du tohu-bohu. Pour moi, c'est largement suffisant. Très bien. Je suis un homme de démocratie, je suis un homme qui a connu que le multipartisme, je suis un homme qui a connu que les débats, argument contre argument. Je suis un homme de débat. Vous savez, je suppose même que dans cette entreprise, vous avez des avis divergents. C'est normal. C'est inhérent, d'ailleurs. Mais pourtant, vous travaillez ensemble, je suppose. Vous cohabitez ensemble, je suppose. Vous déjeunez même ensemble, je suppose. Je suis même sûr que vous faites des soirées ensemble, en tant que collègues. Dans une république, notre Bible, ce qui nous permet de vivre ensemble, c'est la Constitution de la République. Il nous impose de vivre ensemble. C'est pour ça que ça commence toujours par la première article. Tout individu est né, nanana, nanana, de nas, nanana, nous jouissons des mêmes droits, que peu importe ton appartenance ethnique, religieuse, politique, vous avez les mêmes droits. Et vous êtes condamnés à vivre ensemble. Très bien. C'est pour ça que j'aimerais lancer un message au pouvoir exécutif. Et à mon président Patrice Talon. Vous savez, le mercredi 21 ou 22 décembre 2022, on était dans une réunion chez lui à la maison. Et je lui ai posé une seule question. Je ne vais pas vous le dire. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à lui. J'aimerais juste lui dire ceci. Monsieur le Président de la République, vous n'êtes pas seulement, uniquement, le président d'une seule partie du Bénin ou le président de BR, de l'UP ou de Mouel ou de RN. C'est l'impression que vous avez? Je suis en train de parler à mon président, monsieur. D'accord. D'accord. Vous êtes le président de tous les Béninois. Et j'aimerais vous supplier de faire en sorte que le vivre ensemble soit de fait, soit réel. Et que chaque Béninois ait son droit de vote
dans le Bénin. Je pense que c'est ce pourquoi, d'ailleurs, chaque président prête serment pour la cohésion nationale. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Très bien. 5 candidatures ont été enregistrées par la Sénat. Bientôt les élections, déjà les communales, municipales, et puis après la présidentielle. Quels sont pour vous les défis à relever par le Bénin au travers de ces échéances? Les premiers défis commencent d'abord par le recours, si éventuellement il y a recours des démocrates. D'accord. C'est normal. C'est le premier défi. D'accord. Le défi que chaque parti puisse participer aux élections. C'est non négociable dans une démocratie, dans une république. Nous ne sommes pas dans une monarchie, nous ne sommes pas dans une dictature. Nous sommes dans un État dit unitaire démocratique. La démocratie, c'est quoi? C'est le choix du peuple par le peuple par suffrage universel direct. Est-ce que vous me suivez, monsieur? Tout à fait. Allez-y. Le premier défi de toutes les institutions de la République, c'est de faire en sorte qu'il y ait de vivre ensemble. De faire en sorte qu'il n'y ait plus d'exilés politiques, ni de prisonniers politiques pour les prochaines élections qui viennent. De faire en sorte que l'armée ne sorte plus pour tirer sur nos citoyens. C'est le seul défi. Le reste, ce sera la fête. Nous avons connu des élections. Le Bénin est un exemple. Depuis 1991, où nous avons mis en place notre constitution, le président Soglo est venu, il a fait un mandat. La loi lui dit, vous pouvez faire un deuxième. Il a essayé. Il a essayé. Ma mère était même la présidente des femmes vidolées de Roséroyan. Ils ont échoué. Ce n'est pas grave. Il n'a pas arrêté la politique. Il a même été maire par la suite. Le peuple a fait son choix et nous devons le respecter. Le président Kérékou est venu. Il a fait ses 2 mandats. Yahi Boni est venu. Il a fait ses 2 mandats. Le président Patrice Talon est venu. Il est en train de finir ses 2 mandats. Et je prie Dieu que vers la fin, qu'on le porte en triomphe. Mais qu'il s'assure et qu'il se rappelle qu'il a quitté les îles pour prendre le pouvoir. Il a quitté les îles non pas par sa force, mais par la force et la volonté de ce peuple de Béanzin, de Bioguera, de Guézo, de Kahaba. C'est très important. D'accord. C'est le seul héritage que nous avons pour nos enfants. C'est tout ce que j'ai dit. Je parle avec émotion. Oui, parce que j'aimerais que mes enfants, j'aimerais que mes propres enfants puissent connaître ce que moi j'ai connu. C'est la moindre des choses que je puisse leur laisser. Très bien. Merci. Merci beaucoup à vous, Romaric Bokor. Merci pour ces échanges bien nourris. Vous avez donc dû le comprendre. C'est avec toute l'émotion que notre invité a donné son avis sur les sujets ce qu'on est en train de voir là, ce n'est pas bon. Que nous avons évoqués avec lui. En tout cas, on reviendra. Ce n'est qu'une première discussion. On reviendra. Absolument. Pour parler de l'offre politique, pour parler d'un certain nombre de choses. Certainement que vous auriez déjà fait votre choix. Oui, je resterai. Moi, je ne resterai pas seulement actif. Je serai actif et acteur. Voilà, très bien. Allez, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vraiment, merci beaucoup. C'est fini pour ces échanges. On a fait les 52 minutes. Politique sur Matin Libre Télévision. On va se retrouver très incessamment. D'ici à là, portez-vous bien. Agréable suite à chacun et à tous.